Société, culture, art, alternative. vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. Conflit de canards, on va pas se faire plumer. Conflit de canards, on va pas se faire plumer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, ici Guillaume. Juste avant de lancer votre émission Conflit de canards, vérifions un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le monde et en France. Faisons un point sur l'actu. Fin mai 2024, il y a quelques jours donc, le Sénat en France a adopté la proposition de loi des LR, la droite bien sûr, qui vise à encadrer les transitions de genre des mineurs. Ce texte transphobe a été dénoncé bec et ongle par la gauche, mais ça n'a pas suffi. Prochaine étape, le vote à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre. En mai toujours, les actrices Selena Gomez, Adriana Paz, Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon ont reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes lors du célèbre festival pour leur rôle respectif du film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Où est la mauvaise nouvelle ? Marion Maréchal Le Pen du parti d'extrême droite Reconquête a porté des propos transphobes à l'encontre de l'actrice Carla Sofia Gascon, qui est une femme trans, suite à la remise du prix. La politique ayant tweeté: c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Des propos honteux qui nient l'existence des personnes transgenres. 6 associations ont porté plainte contre Marion Maréchal pour injures transphobes et outrages sexistes. Fin mai, 9 mineurs ont été placés en garde à vue à Aulnay-sous-Bois, soupçonnés d'avoir agressé des gays en leur tendant des guet-apens. 4 sont accusés de viol avec torture et actes de barbarie, mais aussi de vol en bande organisée et enlèvement et séquestration en bande organisée. Le 17 mai, c'était la journée internationale de lutte contre les discriminations LGBTQIA+, et pour l'occasion, quelques villes en France ont repeint leur passage piéton aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est notamment le cas à Bram, dans l'Aude, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi dans d'autres villes. Mais spécifiquement dans ces deux villes, les passages piétons colorés ont été dégradés, notamment recouverts de peinture noire à Bram. Et c'est également arrivé à Lyon, où les passages piétons arc-en-ciel ont été saccagés ce 6 juin, à la veille de l'inauguration de l'installation. Ce 1er juin, un bar associatif dans la commune de Tardet-Sorolous, dans le Pays Basque, a été recouvert de tags homophobes. L'établissement accueille différents événements, dont B4 Ouros, qui est une journée festive pour rendre visible le mouvement LGBTQIA+, au Pays Basque intérieur. Un rassemblement a eu lieu 2 jours après cet acte de vandalisme, pour apporter du soutien et de la solidarité envers le bar et la communauté queer. Direction l'Indonésie où, courant mai, une proposition de loi a été déposée au Parlement pour interdire les contenus LGBTQIA+, ainsi que le journalisme d'investigation. En ce début de mois de juin, l'application Duolingo, qui est une application pour apprendre de nouvelles langues, a supprimé toute référence à l'existence des LGBT+, afin de ne pas se faire sanctionner par la Russie. Eh oui, on y revient, comme à chaque émission, il faut parler de la Russie. Fort heureusement, cela ne concerne que la version russe de Duolingo, mais quand même. Et comme toujours, il y a bien sûr beaucoup d'autres faits d'actualité dont vous n'avez pas entendu parler, ni sur vos réseaux, ni sur les grands médias que vous suivez. Ce n'est qu'une sélection qui est faite ici pour vous y sensibiliser et que vous puissiez comprendre pourquoi les luttes LGBTQIA+ ont de l'importance et continuent d'exister. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles ces dernières semaines et derniers jours. Nous entrons dans la période des événements de fierté. De nombreuses communes, librairies, cafés, bars se parent aux couleurs queer en soutien ou en revendication d'égalité des droits et de lutte contre les discriminations. Et donc, de nombreuses dégradations sur ces lieux et insultes ont été remarquées. Mais comme dit juste avant, vous n'en entendrez pas parler ou très peu, donc nous, on en parle. Il est temps de lancer l'émission Conflit de canards, générique. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas évidemment les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas, hein?
Ah, ça me rajeunit. Oh là là, c'est la décadence. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Conflit de Canard qui vous est présentée par l'association Eva Sound Studio. Je suis Mario, je suis accompagné par les concurrents autour de la table. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Hello. Ça va, merci. Pour cette 6e émission, nous allons parler de vie associative, artistique et culturelle. Pour cela, nous recevons Romain et Nicolas de l'association Toulouse en Cœur. Bonjour à vous. Bonjour. Également dans l'émission, on va vous parler d'une figure importante dans l'histoire, Ida Viloria. On parlera aussi culture avec des œuvres qu'on vous recommande et on terminera par quelques bonnes nouvelles parce qu'il y en a quand même. Notre émission s'intitule Conflit de Canard, musique queer pour vous réjouir. Pour cette intro, parlons musique, et même musique LGBT+. Oh mon dieu, ça y est, maintenant il y a de la musique homosexuelle. Et bien sache Karen que tout comme il y a des films gays et lesbiens, il y a des expos LGBT, des bouquins queer, il y a également de la musique qui évoque des personnes LGBTQIA+, et même par des artistes LGBT+, et ça depuis plusieurs siècles déjà. Et comme tu parles d'un dieu, commençons par une œuvre biblique de 1688. Pardon ? La colère de Dieu va s'abattre sur la musique ? On attend toujours Karen, on attend toujours. Donc, disais-je, nous sommes en 1688 quand Marc-Antoine Charpentier, un compositeur et chanteur baroque, propose David et Jonatas, une tragédie biblique en 5 actes sur un livret d'un père jésuite. C'est librement inspiré de la relation entre David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Non, Karen, sans façon, on va éviter. Dans la mise en scène, Jonathan est déchiré entre la loyauté à son père et son amour pour David. De nombreux passages sont sans équivoque, les deux principaux protagonistes étant prêts à sacrifier sa vie pour l'autre. En 1767, Mozart écrit l'opéra Apollo et Hyacinthe, qui exprime les amours contrariés du dieu Apollon pour l'Éphèbe et Hyacinthe. En 1880, Léo Delibes met en scène l'homosexualité féminine dans son opéra L'Acmé. Avant le XXe, de nombreux artistes très connus aujourd'hui se sont révélés être LGBT. Lully, Tchaïkovski, Schubert, Handel, etc. Lors de la première moitié du XXe siècle, c'est l'âge d'or des cafés-concerts et music-halls. On y retrouve nombre d'artistes homosexuels, Félix Mayol, Jean Lumière, Charles Trenet, Agnès Capri, Yvonne Georges, Suzy Solidor, qui évoquent ces sujets de façon implicite pour l'époque, très métaphorique et parfois sous le couvert de l'humour. La musique est contre nature. Mais oui, et le chant des oiseaux n'existe pas. En 1945, Francis Poulenc parle de changement de sexe et de notion de genre dans son opéra bouffe Les Mamelles de Tiresias, d'après la pièce de Guillaume Apollinaire. Michael Tippett évoque des thèmes homo-érotiques dans ses opéras King Priam en 1962 et The Knot Garden en 1670. Les mouvements sociaux et de liberté sexuelle à la fin des années 1960 en France, mais aussi aux USA avec les émeutes de Stonewall, permettent une visibilité accrue des artistes queer, souvent accompagnés de son lot de détracteurs. Dans les années 1970, de nombreux artistes font leur coming out, comme David Bowie, Elton John notamment. En 1972, Lou Reed rend hommage aux personnalités trans Uli Woodlawn et Candy Darling dans son morceau Walk on the White Side. À partir des années 80, le nombre d'artistes LGBT+ et out s'agrandit. Freddie Mercury, il ne l'a jamais vraiment dit, mais il ne s'en cachait pas au final. Les Village People, Boy George, George Michael, les Pet Shop Boys, etc. En 90, John Corigliano, célèbre compositeur américain, rend hommage aux victimes du sida à travers sa symphonie numéro 1. La même année, Mécano chante Une femme avec une femme. En 2002, le groupe Tattoo, et notamment sa chanson All the Things She Said, est un énorme succès, bien que les deux chanteuses nient être lesbiennes. Leur tube permet à de nombreuses femmes de faire leur coming out. Toujours en 2002, Renaud parle de la difficulté de se découvrir homosexuel et de l'assumer dans sa chanson Petit PD. Dans les années 2010 et 2020, les artistes LGBT+ s'affirment et s'engagent avec plus d'importance. Les textes sont plus crus et moins implicites, comme avec Eddie De Pretto, Pomme, Kiddy Smile, Oshi. Lady Gaga traite beaucoup de sujets LGBT+ dans ses chansons, notamment dans Poker Face, Alejandro, Boys 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 ou encore Born This Way. Il y a quelques semaines, en mai 2024, Nemo, qui a représenté la Suisse au concours de l'Eurovision et l'a remporté, parle de la non-binarité dans sa chanson The Code. Nombre d'artistes hétéros apportent leur soutien à travers leurs textes. Charles Aznavour aborde l'homosexualité masculine et le genre dans la chanson Comme ils disent en 72. En 77, le groupe Scorpions dans sa chanson Is a Woman, She is a Man traite de l'attirance et de l'ambivalence d'un individu envers une personne androgyne. En 85, Indochine sort le morceau Troisième Sexe sur la thématique de genre. Puis College Boy en 2013 qui parle de harcèlement scolaire notamment. Zazie
en 2001 parle de religion et de relations gays avec Adam et Eve. Mika évoque l'homosexualité masculine d'un homme d'abord hétéro dans le titre Billy Brown en 2006. Katy Perry aborde la bisexualité avec I Kissed a Girl en 2008. Mylène Farmer parle d'homosexualité féminine dans la chanson Elle a dit en 2012. Calogero décrit le sentiment de se découvrir homo quand on est jeune avec J'ai aussi le droit en 2015. Les artistes que j'écoutais en boucle dans mon adolescence rebelle sont LGBT ou on parle. Ma jeunesse est détruite. Mais non, Karen, si tu appréciais, tu apprécieras toujours de les écouter, ça te rappellera des souvenirs. Tu chanteras faux et tu danseras toujours mal dessus, mais tu auras toujours la joie d'écouter et peut-être qu'en les réécoutant maintenant, tu pourras mieux comprendre l'importance de nos combats. L'engagement des artistes alliés va parfois plus loin. Citons l'exemple de Beyoncé, qui ne s'engage pas seulement à travers des textes, mais aussi des choix musicaux, comme son album Renaissance en 2022, qui est un hommage à la culture queer et notamment à la scène ball, mais aussi des choix de collaboration avec des artistes queer. Oh là là, c'est la décadence. Maintenant, écoutez plus attentivement les paroles des chansons sur lesquelles vous vous êtes ambiancé et rejoignez la lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Le monde n'en sera que plus beau et en paix, et tout le monde vivra en harmonie. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs ? Bon allez, musique. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? D'écouter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, interprété ici par le Chœur Gay. Et justement, pour parler artistique et scène LGBT+, nous recevons Romain et Nicolas de l'association Toulouse en Chœur. Comment allez-vous ? Ça va, merci, on est content d'être là. Très bien, ça va, merci. Avant de commencer, une petite formalité, pouvez-vous nous dire quels sont vos pronoms d'usage ? Alors moi c'est il, lui, Nicolas, et donc je suis vice-président de Toulouse en Chœur.
Moi, c'est Romain Hill et je suis secrétaire de Toulouse en Chœur. Est-ce que vous souhaitez nous dire ce que vous faites à côté? Moi, je travaille dans la restauration collective. Moi, je fais pas mal de petits trucs. Je suis extra en restauration, j'essaie de devenir psychopraticien et je fais beaucoup de musique. Qu'est-ce que c'est que Toulouse en Chœur et quand l'association a-t-elle été créée et pourquoi? Alors l'association, je vais répondre Romain. C'est créé à la suite de la création du chœur gay de Toulouse. Donc chœur masculin sur une identité gay. Donc c'était donc 2015, il y a 9 ans. Et avec 3 copains qui avaient cette ambition-là de faire ça à Toulouse. Ils ont fait ça avec Bruno Coffino, le chef de chœur, et donc ils ont monté la structure associative. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a eu d'autres chorales qui se sont rajoutées. Donc, deux formations ont rejoint l'aventure en 2019, donc les Voix des Fiertés et les Petits Ducs. Voilà, à ce moment-là, l'association qui s'appelait le Chœur Gay, l'association, n'était pas trop représentatif des adhérents et des choristes. Le bureau a décidé en 2020 de renommer l'association. L'association s'est renommée donc Toulouse en Chœur avec un S. Après, elle a pour but d'exporter le chant choral, de chanter où qu'on peut le plus possible, de se montrer surtout aussi. Pour moi, le rôle de l'association, c'est un soutien en fait pour les formations, pour qu'on puisse chanter, faire ce qu'on veut, aller chanter où on veut. C'est une structure légale qui nous permet de demander des subventions, d'être reconnu, de s'organiser avec un fonctionnement un peu connu en AG. Donc pour moi, c'est vraiment le rôle de l'association, c'est vraiment un rôle de support pour ses adhérents et pour les 3 formations. Les différentes formations ne se représentent pas sur scène pour les mêmes occasions. Pouvez-vous nous en dire plus? On a relevé notamment que les Voix des Fiertés sont plutôt axées sur des événements marquants comme la cérémonie en hommage aux déportés LGBT+, la journée internationale de lutte contre le sida, la journée internationale des droits des femmes, etc. Les Petits Ducs sont une formation un peu plus spéciales. Elles n'ont pas non plus le même répertoire musical. Oui, il y a les fiertés qui sont plus récents. Je dirais que l'ambition, le projet est pas le même. Le projet des fiertés, c'est d'être inclusif et d'avoir tous les genres, toutes les orientations, tous les alliés et d'essayer de faire un chœur le plus inclusif possible, mais aussi d'aller effectivement sur la journée déportation, sur des événements un peu plus militants, d'aller faire des fois un petit peu des discours, de montrer ses couleurs et donc aussi d'avoir des choristes qui n'ont pas spécialement un niveau en chant et plutôt d'être dans une idée de se rassembler avec cette idée-là. Le chœur gay, lui, c'est plutôt une ambition artistique et de montrer par notre manière de militer au chœur gay, c'est en chantant sur scène et en étant à l'aise et en disant qu'on est dans un chœur gay et en public. Et les Petits Ducs, en fait, on est des copains issus de tout cela et on a monté aujourd'hui on est 6, donc c'est un sextet a cappella de polyphonie. Ça, c'est plus parce qu'on on s'est retrouvés et on profite un peu de l'association de cette dynamique. Voilà. Donc, les Voix des Fiertés, elles ont été créées en 2019 par Pascal Congès. Et la volonté de Pascal, c'était d'aller chanter sur la scène Place du Capitole pour la Marche des Fiertés. Ce qu'ils ont fait en 2019 et ce que les Voix des Fiertés ont renouvelé depuis, tous les ans. Et ça a été encore le cas cette année sur la place du Capitole en 2024. Pourquoi le chant a cappella? Pourquoi une chorale sans instrument? Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le chant polyphonique, s'il vous plaît? Le chant en polyphonie, donc c'est chanter plusieurs, lignes mélodiques en même temps, sans instrument, donc à cappella. Je saurais pas trop te dire pourquoi. Ça, c'est l'ambition des chefs de chœur, donc Bruno Coffino et Pascal Congès. C'est un choix vraiment artistique, ouais. C'est un choix vraiment artistique sur l'arrangement, sur la musicalité. Le fait d'arriver à sans instrument, on doit être entre nous, vraiment. Donc, il y a une cohésion qui doit se faire dans le groupe, peut-être un petit peu plus que quand même des instrumentistes. Et donc, c'est aussi plus souple d'être a cappella. Vous réinterprétez principalement des artistes ou morceaux LGBT+, ou friendly, ou vous allez aussi sur un répertoire plus généraliste? Alors, ça dépend des formations. Dans l'ensemble, moi, je vais parler plus pour les Voix des Fiertés, dont je suis membre. Au départ, il y a eu pas mal de chants engagés. On a repris aussi des comédies musicales. Cette année, on s'est un peu plus libéré. C'est vraiment un choix artistique. Après, les Voix des Fiertés ont chanté des chansons de gays, de lesbiennes, de personnes trans.
et des chansons qui ont complètement rien à voir aussi des fois avec le milieu LGBT, et juste pour se faire plaisir. Ouais, je suis au cœur gay au Petit Duc, moi, et j'étais au début aux Fiertés. Ouais, pour Bruno, pareil, c'est des choix artistiques, donc il reprend souvent des choses un peu plus iconiques, les Elton John, de la comédie musicale au début. Après, c'est un choix, ouais, il faut quand même qu'il y ait un lien qui se fasse. Je dirais que c'est pas le principal, mais après, il faudrait lui demander à lui. Et au Petit Duc, on essaie de faire ce qui nous fait plaisir. C'est Pascal, du coup, le chef de chœur des Fiertés, qui écrit les arrangements la plupart du temps. Et donc, c'est lui qui a la compétence la plus pour écrire. Et c'est délicat d'écrire pour 6 voix. Donc, on lui fait pleinement confiance. Comment se passe l'organisation au sein de l'association? Est-ce que vous répétez régulièrement? Vous vous représentez combien de fois dans l'année? À quel endroit? Vous faites aussi des représentations privées ou pas du tout? Les répétitions, c'est une fois par semaine, donc chaque formation a son jour. Donc pour les Voix des Fiertés, c'est le lundi. Elles répètent sur Toulouse, dans une salle prêtée par la mairie. Le Chœur Gay répète le mercredi soir, donc à la MJC Jacques Prévert. Et les Petits Ducs, c'est le mardi soir. là où on peut. Voilà, donc ça nous organise dans la semaine comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sur les 3 formations. Donc ça structure un peu le truc. Et au niveau des représentations, je dirais que le Chœur Gay, on a dû faire jusqu'à 5-6 représentations par an, voire plus. Là, on doit être à 3-4 en ce moment. Donc les Fiertés, l'an dernier, on fait pas mal de journées contre les LGBT-phobies. Et cette année, on a eu un peu moins de représentations. Après, on en a beaucoup sur le mois de juin. Mais notre objectif, on va dire, principal, c'est de chanter sur la place du Capitole pour la Marche des Fiertés. En 2021, Toulouse en Chœur a créé une exposition Le Chant des Possibles, petit jeu de mots poétique, qui parle d'homophobie mais aussi d'artistes LGBT+, et des discriminations rencontrées. Pourquoi cette exposition et quelle importance ça a pour vous? Alors cette exposition, l'idée est venue en fait pendant le Covid. Tout était un peu arrêté et on ne pouvait pas se réunir pour chanter. On a fait un petit peu de télétravail à la maison ou par visio, ce qui n'était pas toujours facile. Et on a un peu commencé à réfléchir sur comment on se réunir et s'organiser. Donc c'est à ce moment-là qu'on a lancé cette exposition qui s'appelle Les Chants des Possibles. Elle parle d'homophobie bien sûr, elle parle des combats aussi. Elle montre aussi des artistes queer, des idoles des fois de la communauté LGBT. Cette exposition a été inaugurée le 17 mai 2022 à la MJC Jacques Prévert. Donc on avait choisi aussi notre journée pour l'inauguration, qui était symbolique, avec un concert des 3 formations, je crois, de souvenirs. Ouais, il me semble. Oui, tout à fait, et au moins 2. Et il y a aussi des panneaux sur les témoignages des choristes, qu'est-ce que c'est selon de venir chanter. Il y a la carte du monde des discriminations, c'est l'orientation culturelle, on va dire, de la lutte, et l'exposition est disponible à la location pour les organismes, les structures ou les assos qui souhaiteraient la prendre pour l'exposer. On l'a déjà exposée à pas mal d'endroits. Elle va être exposée le 26 juillet à la MJC, dans le parc, si je retrouve mes notes. Parc des Merlettes, en face de la MJC Jacques Prévert. Voilà, parce que la MJC Jacques Prévert organise un événement un peu pour clôturer l'année. Et le Chœur Gay chantera pour l'occasion. Ok, MJC Jacques Prévert à Toulouse. À Toulouse, bien sûr. 292 route de Seyss. Pourquoi vous vous êtes engagé dans une association LGBT+? Pourquoi pas une chorale classique en fait? Moi, pour ma part, ça arrivait un peu bizarrement. J'ai toujours aimé chanter et j'ai jamais été trop dans une chorale. C'est un ami qui m'a parlé de cette chorale et il m'a dit viens essayer, viens voir, c'est sympa. Et je suis venu et je suis resté. Et ça fait 4 ans. Moi, je me suis engagé dans les assos depuis que je suis tout petit, j'allais dire, depuis que je suis tout jeune, et pas au niveau artistique. Et j'ai été accueilli, ça a été très, très important pour moi quand j'étais ado d'arriver dans un endroit avec mes pères. Et ensuite, il y a quelques années, enfin il y a maintenant un peu plus de quelques années, j'ai voulu reprendre le chant, que j'avais arrêté il y a longtemps, j'étais parti sur le théâtre. J'ai tourné, j'ai fait pas mal de chorales, quelques cours pour voir ce qu'il y avait. Il y avait beaucoup de chants folkloriques, il y avait beaucoup de gospel, de classiques à l'époque. Et là, je découvre un peu une annonce, le Chœur Gay de Toulouse qui était en train de recruter. Et je vois le répertoire un petit peu, les cabarets, je vais à l'audition, je fais putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est une manière pour moi de militer d'une manière identitaire, c'est-à-dire juste en étant moi-même et en faisant et en étant moins dans l'action quelque part.
Et c'est une manière de se retrouver entre nous et de faire corps. Et le projet m'a vraiment... c'était une belle manière. Et ça me rappelle aujourd'hui, parce que comme étant au bureau de l'association, je fais un peu de com sous Facebook, tout ça. Et quand je suis face disons, comment je vais dire ça, au grand public, aux gens dans les groupes divers et tout ça, bon, les réseaux sociaux, on sait que c'est un peu des concentrations de ce qu'il y a le plus mauvais en nous. Mais par exemple, on nous demande... oui, mais on recrute pour le cœur gay ou pour les fiertés, machin, je sais pas quoi. Oui, mais vous faites, je suis bienvenu si je suis hétéro et vous nous accueillez avec votre truc exclusif. Mais moi, j'y réponds plus maintenant. Hein. Mais je suis, t'as rien compris en fait. T'as vraiment rien compris. Moi, j'ai fait des chorales, j'en ai fait des dizaines dans ma vie, des projets. J'ai jamais eu une chorale gay en fait. Je suis dans tous les endroits où on va par défaut, c'est des lieux hétéros. Et si c'est compagnie. Hein. C'est vraiment, ils ont rien compris, et donc le fait d'être ensemble et déjà de se montrer, c'est déjà énorme. C'est une sorte de mixité choisie. Ouais, bon après pour le cœur gay, il y a une espèce de mixité, du coup de non-mixité, puisque c'est le cœur gay. Pour les fiertés, justement, c'est l'inverse, c'est pas le cas, mais c'est une manière Enfin, les gens qui parlent de mixité, ils oublient que la société est hétérosexiste de base, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc, de base, on est exclus, en fait, dans notre existence, dans notre visité, nos identités, pas forcément dans nos personnes. Mais... Quel impact a une asso LGBT sur la vie culturelle de proximité, du coup ? On fait chanter les gens un petit peu, ça se fait moins, mais genre en fin de répète, en fin de concert. C'est un peu ce que l'association veut, avoir de la visibilité. Donc c'est un peu l'impact majeur, on va dire. Après, des fois, sur notre exposition, quand on l'a montré à la MJC Jacques Prévert, où on a été très très bien accueillis, il faut savoir que la MJC Jacques Prévert, c'est un peu des quartiers de Toulouse, ou des quartiers un peu sensibles. Le directeur de la MJC, quand on a montré, a été très heureux, et il l'est toujours, de pouvoir accueillir un chœur gay, de toutes les semaines qui répètent, de pouvoir montrer une exposition qui parle de ça aussi. L'an dernier, quand on a fait un concert avec l'exposition, la MJC avait prévu en première partie de faire son assemblée générale. Donc pour faire venir les parents et tout le public de la MJC. D'être dans une MJC, ça permet aussi d'avoir de la visibilité avec du public qui serait peut-être pas forcément ouvert, on va dire. Ça amène de la diversité là où on ne l'attend pas, et ça peut faire une sorte de cohésion intéressante avec le public à ce moment-là. Oui, bien sûr. Oui. Il y a une rencontre qui se fait souvent à la fin des concerts, au moins les gens essaient de se parler un petit peu. Puis on va être amené à chanter des fois avec d'autres chœurs, pas forcément LGBT. Donc il y a aussi un début de rencontre. Pour vous, personnellement, quand avez-vous entendu parler de sujets LGBT+, dans la musique pour la première fois ? Alors, moi, je pense que c'est plus vers l'adolescence, où j'ai vraiment commencé à aimer des artistes, des choses comme ça, un peu comme Mylène Farmer. En grandissant et en se découvrant notre identité, en réécoutant les chansons et en faisant attention aux paroles, c'est là qu'on se dit, en fait, des chansons qu'on aime depuis tout petit nous représentent. Et aujourd'hui, des artistes qui sont quand même assez engagés pour la communauté, ou qui ont des textes vraiment poignants. Et moi, je sais que ça me touche plus particulièrement, et je pense que des jeunes qui ne se sont peut-être pas encore découverts vont écouter la chanson, vont l'aimer, et quand ils vont vraiment faire attention au texte, ils vont apprécier et voir la chanson différemment. Moi, je sais qu'il y a plusieurs chansons que j'ai redécouvertes en étant adulte, parce que j'ai fait attention au texte, justement. Moi, je dirais que étant petit, c'est ma référence à moi, c'est Mylène Farmer aussi. Question de génération, je pense, même si elle a séduit plusieurs générations d'affilée. Évidemment, je sentais bien que moi-même étant à moitié, pas vraiment assumé, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et en fait, elle parlait plus de genre à l'époque, et peut-être même de transidentité, je pense, que d'homosexualité. De toute façon, je suis un garçon. Ouais, mais tu vois, j'ai vibré quand même, et je l'ai senti, et il y avait un imaginaire. Et puis après, j'ai pas vraiment été attiré spécialement par des artistes LGBT. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de copines parmi les artistes, et c'était rassurant. Vous y avez déjà un petit peu répondu à mon avis, mais je la pose quand même au cas où.
Quelle chanson ou artiste évoquant ces sujets vous a le plus marqué ? Moi, il y a, je dirais, 2 artistes qui m'ont vraiment marqué. Et c'est bizarre parce que la première, c'est Angèle, avec sa chanson Ta Reine, que j'ai écoutée mais des millions de fois. Et que quand on a eu l'occasion de la travailler avec les Voix des Fiertés et de la chanter, là, je me suis vraiment rendu compte des paroles. Et elle m'a vraiment touché. Et après, il y en a une autre aussi, c'est Oshi avec son Amour censure, qui là me donne des frissons quasiment à chaque fois. Et je crois que mon plus beau souvenir avec cette chanson, c'est quand l'association a eu l'occasion en 2023 d'aller au festival international à Bologne en Italie des chorales LGBT. Alors j'ai plus le nom de la chorale, je sais juste que c'est une chorale de Paris qui l'a chantée et qui l'a signée qui l'a signée en même temps. Et j'en ai encore des frissons de repenser à ce souvenir. Moi, je pourrais dire, je crois, Tu seras viril de Lil Preto, qui m'a bien remué. Donc, on vous propose maintenant un petit jeu, si vous le voulez bien. Je vais vous donner des artistes, des noms de chansons. Et l'idée, c'est de nous dire, selon vous, si les artistes et ou les morceaux ont de l'importance pour les communautés LGBTQIA+. De nous dire si carrément, selon vous, l'artiste est LGBT+, ou si le morceau est assez explicite. Ou alors, si selon vous, c'est un morceau qui n'en parle absolument pas, mais qui a été repris par la communauté comme pouvant être un hymne ou un symbole LGBT+. Ok ? Allez, on commence. Oh là, comme ça, pour vous, Michel Sardou. Michel Sardou, il a fait une chanson sur l'homosexualité, enfin où il parle d'un petit gars, je crois. Exactement, c'est celle que j'allais vous dire. Le privilège de Michel Sardou. Alors, sans chanter, les paroles. J'essaierai de choisir mes mots, mais comment peindre un sentiment ? Ce que je sais n'est pas nouveau, je me connais depuis longtemps. En aucun cas préoccupé par les yeux ou les seins des filles, est-ce une maladie ordinaire, un garçon qui aime un garçon ? Donc en effet, Michel Sardou a souvent été et encore au cœur de polémiques, de questions de société actuelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à travers ce morceau en 90, il défend la cause homosexuelle en reconnaissant la difficulté de faire son coming out. En 2013, il avait même ouvertement défendu le mariage pour tous et le projet de loi pour l'union de personnes de même sexe. Mais il ne faut pas oublier ses propos dans le morceau « J'accuse » et l'utilisation négative du terme PD en 76, morceau qu'il modifiera par la suite. Mais bon, le mal a été fait. Et plus récemment, ses propos décriant et dénonçant le wokisme. Mais de toute manière, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Ouais, et puis sa chanson, ça ne va pas être une de ses plus connues. Non. Cyndi Lauper, je vous aide un peu avec le morceau True Colors. Ah, totalement. Pour la petite histoire, c'est la première chanson que les Voix des Fiertés ont chantée. On l'a même chanté pendant 3 ans d'affilée. Ça a été très dur au début. Moi, j'étais là et Romain aussi. Donc, on la connaît bien. En tout cas, la mélodie. Après, je connais pas l'histoire de la chanson. Alors, pour les paroles que je vous ai sélectionnées de True Colors, mon accent anglais, It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. And the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Cyndi Lauper est donc depuis longtemps une alliée de la communauté LGBT+, et sa chanson True Colors le démontre. Et je vois tes vraies couleurs, et c'est pourquoi je t'aime. Alors n'aie pas peur de les montrer, les vraies couleurs sont belles comme un arc-en-ciel. Si je vous dis le groupe Pet Shop Boys. Alors moi, je connais pas du tout. Avec le morceau Go West. Je connais beaucoup, j'écoutais beaucoup, mais Go West, ça parle de l'URSS, je crois, non ? Non. Non, on n'est pas du tout sur ça. Non. Alors, pour les gens qui vont nous écouter, oui, on diffuse pas les musiques parce qu'on n'a pas les droits, tout simplement, désolé. Donc, Go West, en gros, Go West, life is peaceful there. Go West in the open air. Go West where the skies are blue. Go West, this is what we're gonna do. C'est vraiment un morceau qui a été enregistré au plus fort de la crise du sida. Go West, c'est une chanson qui allie le chagrin et l'espoir en un seul morceau qui est quand même assez prenant. Et le chanteur promet qu'un jour il s'échappera vers l'ouest, Go West, et les paroles sont un possible clin d'œil à San Francisco, donc la ville à l'ouest, qui était connue à l'époque comme un havre de paix pour les gays et les lesbiennes. La chanteuse Sarah Bareilles, et le morceau Brave. Non, pas du tout. Ah, moi, ça me parle pas du tout. Je vous donne des paroles en anglais toujours. You can be the outcast or be the backlash of somebody's lack of love.
Or you can start speaking up, but I wonder what would happen if you say what you wanna say and let the words fall out. Honestly, I wanna see you be brave. Une incitation à être soi-même, mais... On est à peu près sur ça, ouais. Sarah Bareilles, elle a écrit Brave pour un de ses amis qui avait peur de faire son coming out auprès de sa famille et de ses amis. Et cette chanson encourage tout le monde, en gros, à trouver le courage d'être fidèle à soi-même et de s'exprimer ouvertement. Voilà. Abba, pour vous, Abba. C'est très écouté dans les soirées gays, très repris. Est-ce que c'est vraiment LGBTQI+, les thèmes? Je sais pas du tout. Les chroniqueurs jouent pas avec nous, on doit se débrouiller seuls tous les deux en fait, c'est ça. Allez, un morceau que je vous ai sélectionné, Dancing Queen. Dancing Queen. Enfin, je te fais pas beaucoup de notes pour les questions de droit, mais... Alors, on peut, là pour le coup on peut, c'est juste diffuser la musique qu'on peut pas. Mais oui, donc Dancing Queen, you can dance, you can... Voilà. Having the time of your life. See that girl, watch that scene, dig in the Dancing Queen. Eh bien... ABBA, en fait, comment dire que cette chanson classique d'ABBA, c'est devenu un synonyme de la communauté homosexuelle, et c'est pas forcément un morceau qui parle de sujet LGBT, tout comme le groupe qui n'est pas LGBT. Juste parce qu'il y a le mot Queen dedans, sûrement. Exactement. Voilà, c'est la phrase suivante. Et donc c'est justement parce qu'il y a l'utilisation de ce mot-là, probablement que de nombreuses personnes LGBT+, ont adopté ce morceau sans hésitation pour eux et elles-mêmes. Et lorsque la chanson elle est sortie en 1976, elle a connu un succès immédiat dans les bars, les clubs, etc. Gay-friendly, LGBT-friendly. Une reine dansante. On l'a repris au Cœur Gay, on vient de l'enregistrer avec 3 chansons, puisqu'en ce moment, les 3 formations enregistrent en studio des titres, dont Dancing Queen, et vous avez entendu l'hymne à l'amour du Cœur Gay tout à l'heure, qui vient d'être enregistré. Et justement, est-ce que par la suite, ces morceaux que vous avez enregistrés seront disponibles à l'écoute, un album ? L'idée, c'est d'en faire des petits clips, des petites vidéos pour les partager, pour montrer, et de faire des vidéos, parce que ce qui paraît, faire une vidéo YouTube sur un fond noir avec que du son, ça n'intéressera personne. Mais il va falloir le faire, on est tous amateurs, on est tous bénévoles, on n'a pas les compétences, mais idéalement, c'est mettre quelques images et comme ça, pouvoir les poster et faire écouter aux gens avec un support de quelques images. Après, l'association a fait le choix d'enregistrer en studio et pas de faire des clips. Le son, la voix... va rester plus facilement que les clips, c'est vite, si je peux me permettre le terme, ringard, parce que l'image d'une association, des choristes change rapidement. Donc, et l'image des gens aussi, on disait à l'asso que on change physiquement, et puis bon, nous, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en transition, qui l'ont été il n'y a pas longtemps, ou qui vont l'être. Et puis aussi, on vieillit, tout ça, et du coup, la voix et le son, on nous disait que ça marque plus un souvenir qu'une image où on va beaucoup changer, on va pas avoir la même tête, les mêmes, voilà. Donc il y a aussi eu cette volonté. Ok. Ouais, on repart sur le petit jeu. L'artiste Sam Smith, est-ce que ça vous parle ? De nom. De nom. Ça me parle de nom aussi. Ok, son titre Him, H-I-M. Allez, des paroles du coup extrait de cette chanson. Holy Father, we need to talk. I have a secret that I can't keep. I'm not the boy that you wanted. Please don't get angry, have faith in me. Vous emmerde pour mon accent anglais. Say I shouldn't be here, but I can't give up his touch. It is him I love, it is him. C'est assez explicite. C'est très gay, Sam Smith. Bah très oui. Gay, très non-binaire. Sam Smith, il a jamais hésité à parler de sa sexualité, de son orientation, de son identité de genre. Et cette chanson, H.I.M., est vraiment la plus explicite, et notamment sur son expérience en tant que personne homosexuelle par rapport à ses morceaux d'avant. Et il se questionne très clairement sur son rapport à la religion, Holy Father, etc. L'artiste suivant, ça parlera peut-être moins pour les jeunes générations, et pourtant c'est un morceau qui est très entraînant, de Bronski Beat, avec le morceau Small Town Boy. Ah, ça te parle? Oui, je connais la chanson, mais est-ce que j'ai déjà compris les paroles, ne serait-ce que compris les paroles? On a commencé un peu à l'apprendre au Voix des Fiertés, encore une fois. Après, n'étant pas très fort en anglais, je n'ai jamais trop compris le sens de la chanson. Allez, quelques extraits. Mother will never understand why you had to leave, but the answers you seek will never be found at home.
The Love That You Need Will Never Be Found at Home. Run Away, Turn Away, Run Away, Turn Away, Run Away, Turn Away. Small Town Boy, de Bronski Beat est sorti en 84, à une époque où de nombreuses chansons LGBTQ+, étaient encore vraiment très métaphoriques, très implicites. Et bien cette chanson, elle n'a pas peur de contenu, elle y va. Elle raconte l'histoire d'un garçon d'une petite ville qui s'enfuit pour échapper à l'homophobie et au mauvais traitement, en gros. Alors, la prochaine chanson, si je vous dis Frozen. Ah, de Madonna. Non. Non, pas celui-là. Non, du tout, non. Ok. Alors maintenant. Elle a fait un titre qui s'appelle Frozen. Ouais. Et si je vous dis Let It Go. Let it go, let it C'est go. ça. Chanson pour moi sur le coming out. Hein. Mais c'est vrai que tu fais bien de poser la question. Je me suis toujours posé cette question parce qu'il y a un peu cette rumeur qui dit qu'à la base ça devait être deux personnages féminins dans Frozen. Donc en français c'est la Reine des Neiges. Oui. Ouais. Mais j'ai jamais eu le fond de l'histoire, donc je suis très curieux. Et la question se pose. Je vous l'ai mis en anglais parce qu'en français les paroles sont pas les mêmes, n'ont pas du tout la même signification ou le même impact. Et en anglais par contre il y a quand même quelque chose. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, even knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girls you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, know that know, let it go, can't do that anymore. Oui. Tu vas nous la mettre dans la tête pour toute la soirée. C'était fait exprès. Et oui, elle aime le froid alors que tout le monde aime le chaud et elle doit aller vivre sa vie, apprendre sa magie toute seule parce que personne ne la comprend dans son village. Et donc, clairement, c'est un thème un peu sur une forme d'acceptation de soi-même à l'adolescence, donc ça peut être. Mais la question, est-ce que vraiment, elle a vraiment. Tu crois qu'à la base, ça devait être je sais pas. Un couple lesbien, quoi. On peut l'interpréter de plein de façons. Oui, j'ai pas la réponse exacte. J'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Ah là là. Peut-être dans La Reine des Neiges 3. Qui sait ? Peut-être. D'ailleurs, Disney n'a jamais trop abordé le sujet, quel que soit. Il commence à l'aborder petit à petit. Ouais, vite fait, vraiment vite fait. Très, Mais... très vite fait, ouais. On en a déjà parlé dans l'émission. Il y a une série, The Owl House, qui a été annulée pour cette raison d'ailleurs. Voilà, mais le sujet du coup est dedans. Officieusement. Voilà. Officiellement, c'est pas pour ça, mais bon. Du coup, si vous voulez en savoir plus, écoutez les podcasts précédents. Donc, Frozen Let It Go, donc sorti en 2013, bien sûr. Les parallèles entre les paroles et en version originale, vraiment, de Let It Go et l'expérience du coming out, ça ne peut pas échapper aux gens, quoi. Et la reine Elsa, comme on le disait, elle est soupçonnée d'être homosexuelle, même si on n'a pas eu la confirmation Disney va pas forcément confirmer, mais voilà. Mais il y a quand même cette lutte contre le sentiment de ne pas être à sa place, et puis la question de l'acceptation de ce qu'on est, de ce qu'elle est. Et ça a fait du morceau un hymne qui est assez puissant quand on est LGBT+. Allez, Maria Carey. Je ne peux pas ne pas citer Maria Carey. Pour vous, artiste LGBT+, oui, non. Artiste, symbole, hymne. Je pense que c'est plus une idole des gays. Ouais, je crois aussi. Je vais vous donner donc une chanson très spécifique qui s'appelle Hero. There is a hero if you look inside your hearts. You don't have to be afraid of what you are. There is an answer if you reach into your soul. And the sorrow that you know will melt away. C'est une chanson piège. Parce qu'en réalité, cette chanson, en fait, quand elle l'a écrit, parce que c'est elle qui l'a écrit, il n'y a aucun lien avec un quelconque sujet LGBT+. Mais elle est considérée comme l'une des chansons, l'un des morceaux les plus personnels de l'artiste, alors que les paroles disent que même si nous sommes parfois découragés, tous et toutes des héros et des héroïnes, et si nous nous observons et voyons notre courage, cela nous aide à trouver le chemin pour avancer. Donc ce sont des messages qui peuvent directement toucher le cœur des personnes LGBTQIA+, ou des personnes qui peuvent se reconnaître dedans, des personnes handi ou d'autres. Voilà. Bon, la prochaine c'est facile. Lady Gaga. The artiste LGBT, je pense pas qu'elle soit LGBT, mais c'est une idole, quoi. Mais elle est bisexuelle. J'étais pas au courant. Je savais pas. Et le morceau Born This Way est quand même assez explicite. Ouais. A different lover is not a sin. Believe capital H I am. I love my life. I love this record. And mi amore bore befeia. Oui, il n'y a pas que mon accent anglais, il y en a d'autres. I'm beautiful in my way, because God makes no mistakes. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and you are set. I'm the right track, baby. I was born this way, etc. Donc en effet, cette chanson de 2011, c'est un hymne vraiment sans concession, au soutien de la communauté LGBTQ+. Lady Gaga, on vient de le dire, donc elle est en effet bisexuelle. Elle ne l'a jamais caché, elle n'a pas hésité à le dire et à le revendiquer.
Et d'une manière générale, à travers ses œuvres, son message général d'acceptation et d'autonomisation est difficile à nier, ce qui en fait un incontournable des événements des marches des fiertés. Gloria Gaynor, I Will Survive. Alors là, pareil, elle était écoutée en disco, mais je ne saurais vraiment pas dire. Elle a été reprise pour les footeux aussi. Ouais. Elle n'est ni LGBT, le morceau n'a pas été écrit ni interprété pour ça. Mais c'est un hymne LGBT au final qu'on s'est réapproprié. Je ne vais pas vous faire les paroles. Bon, I Will Survive, Gloria Gaynor, vous savez ce que c'est. Donc ça date de 78 et ça raconte l'histoire d'une femme qui déclare sa résilience après la rupture d'une relation hétéro. Mais bon, on peut comprendre facilement pourquoi cette chanson disco, et qui est assez percutante, a été rapidement adoptée par la communauté queer. Et les paroles sont tout simplement un refus de se coucher et d'abandonner, ce qui est d'autant plus poignant quand on sait que la chanson est sortie au beau milieu de l'épidémie du sida. Et un petit dernier, allez, Panic at the Disco. Oui. Ça vous parle? Oui. Les paroles peut-être, avec les paroles peut-être. Moi ça me parle. Ok, c'est un groupe que moi j'ai beaucoup écouté collège-lycée. Le morceau Girls, Girls, Boys, pour les paroles. Girls love girls and boys, and never did I think that I would be caught in the way you got me, but girls love girls and boys, and love is not a choice. C'est quand même assez explicite. Ouais, c'est assez explicite. Sexuel, tout ça. Tout à fait. Donc, le leader du groupe de Panic at the Disco, Brendan Urie, il s'est déclaré pansexuel en 2018, mais bien avant cette annonce publique, il avait sorti ce morceau, Girls, Girls, Boys, en 2013. Bon, les paroles, comme vous venez d'entendre, c'est quand même assez direct. Les filles aiment les filles et les garçons, et l'amour n'est pas un choix. Voilà. Et comment ne pas citer Oshi avec Amour Censure? The chanson. Peut-être le single qui l'a rendu célèbre d'ailleurs, je pense. Ah, mais ça a cartonné dans un sens comme dans l'autre. Ça a fait succès parce que la communauté LGBT+ et alliés l'ont repris et l'ont revendiqué. Et en face, les détracteurs, pour rester poli, l'ont lynché, l'ont insulté, l'ont harcelé, et encore une fois, un fossé qui s'est creusé. Donc en effet, Oshi Amour Censure, c'est assez direct. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement, maman, désolé, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs, etc. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Donc une chanson qui est assez manifeste, un appel à la tolérance, à la sincérité des sentiments amoureux. On rappelle quand même que Oshi a été victime plusieurs fois d'agressions homophobes, de harcèlement en ligne, et elle a écrit cette chanson en réaction suite à la libération de la parole LGBT-phobe, notamment après la manif pour tous. Eh bien, merci Guillaume pour le petit jeu. Romain, Nicolas, si on veut rejoindre Toulouse en Chœur, comment fait-on? Via le site internet, on peut nous contacter pour rejoindre soit le Chœur Gay de Toulouse, soit les Voix des Fiertés. Notre troisième formation, les Petits Ducs, ne recrute pas. On peut rejoindre Toulouse en Chœur toute l'année, même si c'est quand même mieux de venir en début d'année. Et après, vous pouvez aussi nous contacter via nos réseaux sociaux. Sur Facebook, nous avons une page Toulouse en Chœur, une page Le Chœur Gay et une page des Voix des Fiertés, et une page aussi pour le Petit Duc. Sur Instagram, nous avons une page qui est plus générale pour l'association, qui s'appelle Toulouse en Chœur, et les Petits Ducs ont aussi leur page Instagram. Sur le site toulouseaucoeur.fr, il y a des petits formulaires de contact si vous voulez nous contacter directement. Et du coup, quelles sont les prochaines dates de projet et de dates de représentation? Pensez-vous refaire une nouvelle exposition à l'avenir? On aimerait bien aller à Bruxelles, puisqu'on est allé à Bologne avec l'association, c'était génial pour le festival Various Voices de l'ensemble des chœurs LGBT européens, enfin de tous ceux qui viennent, et on aimerait bien faire ça à Bruxelles. Bon, c'est dans 3 ans, donc c'est loin, mais c'est beaucoup 2 ans, mais c'est beaucoup d'organisation quand on est au CA et tout. Donc il y aurait ça, les expositions, on n'en a pas, je pense pas qu'il y a... C'est pas prévu pour le moment, après en événement un peu proche. Une date fin juin, donc qui est le 25 juin, où le Chœur Gay de Toulouse va présenter son spectacle au café-bar Le Bijou. Donc c'est à 21h30. Je vous invite à aller aller sur le site internet du Bijou pour la billetterie. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, toujours le Chœur Gay va faire une représentation donc le 26 juillet dans le parc des Merlettes à Toulouse. Un événement organisé par la MJC Jacques Prévert, et là c'est le Chœur Gay chantera à 19h. Bon, merci beaucoup, vous restez avec nous pour la suite. Avec plaisir. Et si vous souhaitez intervenir, vous en êtes libre. On passe à l'histoire d'une vie, c'est la chronique Il suffit d'un signe. Mika, c'est à toi.
cette émission, je souhaite vous parler de Ida Viloria. C'est une personne latino-américaine, écrivaine, productrice et militante des droits humains et notamment des droits LGBTQIAP+. Ida Viloria est l'une des premières personnes à apparaître dans les médias nationaux et internationaux comme étant une personne intersexe, non-binaire et non conforme de genre, autrement dit genderfluide. Après avoir longtemps utilisé les pronoms féminins pour se désigner, Ida utilise les pronoms neutres en anglais, que nous traduirons ici par le pronom Yel. Elle est née en 1968 à New York, dans le quartier du Queens, de parents colombiens et vénézuéliens, et à sa naissance, du coup, on lui remarque une hyperplasie congénitale des surrénales. C'est-à-dire que c'est un ensemble de conditions génétiques caractérisées par une particularité de fonctionnement des glandes surrénales qui produisent alors certaines hormones dans des quantités supérieures à la moyenne et d'autres dans des quantités inférieures à la moyenne. Néanmoins, les parents de Ida décident de l'élever en tant que femme, sans pour autant passer par la chirurgie, ce qui est souvent le cas à l'époque et même encore aujourd'hui. Dans son enfance, Ida est scolarisée dans des écoles catholiques, puis ensuite part étudier à l'université de Californie, Berkeley, et obtient en 1998 un diplôme d'études interdisciplinaires en genre et sexualité avec mention très bien et haute distinction. Donc du coup, après son diplôme, Ida met de suite ses compétences au profit de la cause intersexe afin de lutter contre la tendance des corps médicaux à vouloir normaliser les corps intersexes par des interventions chirurgicales, mais surtout pour que ces corps soient connus tels quels. Ces interventions sont souvent inutiles, voire nocives pour la santé des personnes opérées. Ida a rédigé de nombreux essais sur la question de l'intersexuation, notamment sur les questions des mutilations génitales, des discriminations des personnes intersexuées dans le sport, etc., qui ont été publiés dans des journaux comme le Washington Post, le Huffington Post et le New York Times et bien d'autres encore. Ida Viloria est la directrice et fondatrice de l'Intersex Campaign for Equality, qui promeut les droits humains et l'égalité pour toute personne intersexe à travers les arts, l'éducation et l'action. Ida travaille également comme personne consultante pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En 2017, elle publie ses mémoires Born, Both an Intersex Life et déclare en 2021 « La raison pour laquelle j'ai rédigé mes mémoires est parce que j'avais l'impression qu'il y a une histoire dont nous n'entendons pas assez parler à propos des personnes intersexuées, à savoir que c'est incroyable et merveilleux d'être intersexe. » Et effectivement, pour être une personne concernée, c'est incroyable et merveilleux d'être une personne intersexe. Wow. Merci beaucoup, Mika. On passe à la culture avec les canards, nos recommandations à voir, à lire et à écouter. Du coup, moi, je vais vous parler d'un essai qui est Beyond the Gender Binary, donc qui a été publié en 2020 chez Penguin et qui a été écrit par Alok Vaid Menon, qui est donc une personne non-binaire et qui est un artiste de performance, écrivain N, et aussi dans tout ce qui est spectacle, humoriste, etc. Donc c'est un tout petit format d'une 60aine de pages et l'autrice en fait aborde dans une première partie son expérience avec son identité de genre et la place de son genre dans sa vie, donc dans son enfance et aussi en grandissant, et le rapport qu'elle lui avait avec son propre genre mais aussi son entourage et surtout l'expression de genre qu'elle avait dans son enfance. Et après du coup dans un second temps en fait, elle reprend des idées reçues et des remarques ambiphobes que peuvent avoir certaines personnes et développe sur ces thèmes et va donner des clés pour savoir comment y répondre. C'est encore une fois c'est un format court qui est facile à lire pour débuter sur le sujet, c'est en anglais mais c'est un niveau de langue quand même assez abordable et ce que j'ai trouvé intéressant personnellement dedans aussi c'est que du coup c'est l'expérience non-binaire d'une personne racisée, ce qui est pas forcément les discours les plus mis en avant quand même, et c'est important en tant que non concerné d'entendre ces discours-là parce que c'est des expériences de vie différentes des nôtres et ça permet aussi du coup d'avoir des discours auxquels justement des personnes concernées peuvent se retrouver. C'est un livre qui est pas très cher, qui est assez court, vraiment 60 pages et il fait la taille de ma main quoi. Donc voilà, et que je recommande. Merci beaucoup Clara. Mika, on t'écoute. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une trilogie de livres qui parle du vécu des personnes LGBT à Paris. Il s'agit de Tant qu'il le faudra, un livre écrit par l'auteurice féministe et queer Mix Cordelia,
Et Yel attache énormément d'importance à la représentation des minorités dans ses romans. Mais Yel ne fait pas que ça, Yel anime également des clubs de lecture, Yel tient un compte Instagram et une chaîne YouTube où Yel conseille des livres, où l'on peut retrouver de la représentation. Et Yel a également une expérience dans le milieu associatif LGBT parisien. Tant qu'il le faudra est une trilogie young adulte adolescent publiée entre 2019 et 2023. C'est un roman choral avec 13 personnes, donc 13 points de vue, qui raconte l'histoire des membres d'un journal associatif LGBT+. On découvre à travers Helleux la vie des jeunes LGBT+, dans notre société contemporaine, leurs combats ainsi que les difficultés auxquelles elles font face. On retrouve dans ce livre une pluralité d'histoires, de représentations, de vécus et de problématiques. Les sujets abordés sont variés. On retrouve bien entendu les LGBT-phobies, le sexisme, le militantisme, mais aussi l'intersectionnalité avec des luttes comme le racisme, la transphobie et le handicap. On retrouve aussi les thèmes de l'amitié, de relations familiales, du coming out, du burn-out associatif et plein d'autres. Pour moi, cette trilogie a été un véritable coup de cœur littéraire. Les personnages sont justes et humains et ça représente bien en fait les gens ne sont pas vus comme des super-héroïnes ou des super-héros, mais plus comme des personnes humaines avec leurs qualités, leurs défauts, leur parcours, leur histoire. Et je trouve ça super. Et chose importante, les trigger warnings sont indiqués dans le livre. Donc même si on a envie de sauter un chapitre parce qu'il y a un trigger warning qui nous dérange, on peut le faire. Voilà. Merci beaucoup Mika. Guillaume, un petit jeu vidéo peut-être? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Spiritfarer, et dans moins de 3 minutes, vous comprendrez pourquoi. Oui. C'est un jeu indépendant qui est sorti en août 2020 et qui est disponible sur toutes les plateformes et consoles. Il a été développé par le studio canadien Thunder Lotus Games et qui compte une petite quinzaine de personnes, un tout petit studio en soi. Spiritfarer, c'est un jeu de type sandbox, c'est-à-dire qu'il est non linéaire, on est assez libre d'aller où on veut, comme on peut, dans la limite des restrictions du gameplay et de l'avancée de l'histoire. C'est aussi un jeu de gestion. À bord d'un bateau, on va devoir s'occuper d'un potager, d'un jardin, d'un verger, d'animaux, mais il faudra aussi pêcher et s'occuper d'une scierie, d'une forge, d'une cuisine, et de bien d'autres choses afin de satisfaire et faire rayonner de bonheur nos passagers et passagères. Car ce sont bien ces personnages qui sont notre but dans le jeu. Il va falloir leur apporter un maximum de bien-être et de sérénité durant leur voyage, que ce soit en leur créant une résidence personnelle qui leur convient, mais aussi en leur proposant de la nourriture adaptée à leurs besoins et à leur goût, avec ou sans viande, avec ou sans lactose, etc. Et bien sûr, en accédant à toutes leurs requêtes. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu? Pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? Tout simplement parce que notre mission est d'accompagner nos passagers et passagères de tous âges dans leur ultime voyage vers le seuil éternel, la porte de l'au-delà. Pour ma part, le sujet de la mort, c'est un sujet que j'apporte peu, qui me fait peur, qui me tétanise, mais pourtant ce jeu m'a aidé. Un jeu sur la mort, on pourrait penser à quelque chose de glauque, de sombre. Bah pas là, pas du tout, au contraire. Dans Spiritfarer, tout est doux, coloré, beau, poétique. Pour ce dernier voyage de nos hôtes, on incarne Stella, la remplaçante de Charon, le mythologique pilote de la barque du mythique fleuve de la mort, le Styx. Stella devient la Spiritfarer, donc la passeuse d'âme à la place de Charon. Sauf que dans le jeu, on ne navigue pas sur un fleuve, mais plutôt à travers un monde, coincé entre celui des vivants et celui de la mort. L'animation et les graphismes sont faits à la main, c'est fluide, c'est détaillé, c'est inspiré par des œuvres comme les œuvres de Ghibli, le studio japonais, et notamment par l'hôtel des esprits du film Le Voyage de Chihiro. Les décors sont splendides, portent à la contemplation, et j'adore les jeux contemplatifs. Il y a également quelques références de culture geek, facilement reconnaissables pour les plus avertis. Les musiques du jeu ont été composées par Maxime Lacoste-Lebouy, et elles sont magnifiques, à vous donner des frissons. Elles sont agréables, elles sont calmes, elles vous invitent vraiment à l'évasion, à la méditation. Dans Spiritfarer, il est aussi possible de jouer en coop à deux et d'incarner le chat domestique de notre héroïne, qui s'appelle Daffodil, pour des moments partagés d'émotions. Et l'histoire, ou plutôt les histoires, sont impactantes. Chaque personnage a la sienne et nous apporte des moments de sa vie, des souvenirs, des joies, des peines, des douleurs, des regrets, des moments marquants et importants. Tous les esprits qui rejoignent Stella sur le navire l'ont connue dans leur vie passée, pour la plupart par des liens très proches, amicaux, familiaux ou professionnels, car Stella, dans sa vie, était infirmière en soins palliatifs. Elle a donc pris soin d'eux et d'elle jusqu'à leurs derniers instants, accédant à leurs requêtes, leur dernière volonté, jusqu'à ce que chacun, chacune accepte l'inévitable. Dans ces tranches de vie sont évoquées des choses très lourdes à porter. La consommation de tabac qui mène au cancer du poumon, des produits industriels toxiques qui causent le cancer du sein, mais aussi la démence, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, un accident de la route, le suicide, la chromesthésie, la catatonie, plein de sujets majeurs de santé, mais aussi de société, comme les méfaits du capitalisme, le manque de ressources et de personnel formé dans les hôpitaux, et donc le manque d'attention
apportés aux patients, la lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses et le combat des syndicats. Au sein de l'aventure, une personne vous racontera comment elle a caché des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale pour les sauver. Une autre vous évoquera son combat aux côtés de la résistance. Et enfin, on croisera des personnages LGBT, sans forcément s'en rendre compte, comme si c'était normal. Parce que c'est normal en fait. Tous ces sujets difficiles sont évoqués de manière simple, douce, très tendre, rarement de façon explicite, ce qui rend les personnages très attachants et nous permet d'être facilement dans la compréhension et la compassion. J'ai fait le jeu en entier. Je peux vous dire que j'ai pu rire de l'humour qu'il peut y avoir parfois. J'ai souri bêtement à certaines situations touchantes, mais surtout j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Pour un jeu vidéo, je vous le dis. Et tout au long de l'aventure, chaque départ à travers cette porte du seuil éternel a été un moment intense en émotion. On peut même voir l'état de certains personnages se dégrader petit à petit. Et là encore, mes yeux étaient embués. Tous les personnages à guider vers cette porte finale sont inspirés de personnes qui ont réellement existé dans l'entourage de l'équipe de développement du jeu. Ce qui rend encore plus fort l'impact de Spiritfarer. Même si ça parle de la mort et des combats, c'est un jeu sans violence, qui n'est que bienveillance et délicatesse. Il permet d'accepter la réalité injuste de la vie. On ne peut pas tout gagner. Perdre est important pour apprendre. Il permet d'aborder la douleur de perdre lentement un être cher à cause de la maladie et de l'âge et d'y faire face. Il permet de comprendre l'importance de prendre soin des autres, de nos proches, mais pas seulement. Il permet d'accepter ce dont on ne peut échapper. Il permet de se demander que veut-on laisser derrière soi. Il permet d'apprendre à dire au revoir. C'est pourquoi j'ai voulu vous en parler. Jouez-y, surtout faites-le découvrir à vos entourages, car Spiritfarer n'est pas qu'un jeu, c'est une thérapie et ça fait du bien. Merci beaucoup Guillaume. Pour aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une émission qui a enfin été importée en France il y a 3 ans, diffusée par notre service télévisuel public français, je vous prie, dont la 3e saison vient de débuter et qui fait le bonheur de nos queers et alliés, Drag Race France. Créée par RuPaul, l'une des grandes mères du drag, la franchise de Drag Race est née aux États-Unis en 2009. Elle en est à sa 6e saison. En 2018, commence l'expansion internationale de l'émission en Thaïlande et vont suivre bien d'autres pays, Royaume-Uni, Canada, Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, Italie, France, Philippines, Belgique, Mexique, Brésil et Allemagne. Je respire. En quoi consiste Drag Race France ? À élire la prochaine superstar du drag français qui va représenter notre pays à l'international et représenter la communauté queer. Et comment y arrive-t-on ? En mettant tout simplement, même si c'est pas simplement, au défi les drag queens qui y participent à l'aide de mini-défis qui consistent souvent en une tâche ordonnée au drag au début d'un épisode avec des prérequis et des limitations de temps. L'AE ou les gagnantes du mini-défi sont parfois récompensées par un cadeau ou un avantage. De maxi-défis, qui peut être individuel ou en groupe. Les défis sont divers et variés, passant par le théâtre, la danse, la confection de tenues avec des choses dont on n'a pas forcément l'habitude d'en faire, du genre des frites de piscine, voilà. Vient ensuite le défilé où, selon le thème, les drags doivent présenter des tenues, soit faites par elles-mêmes, soit en dehors de la compétition avec des couturiers et couturières. Et enfin, le moment qui brise notre cœur, le lip-sync. Alors qu'est-ce que c'est un lip-sync ? Le lip-sync est un playback où la synchronisation parfaite des lèvres et des attitudes avec les paroles de l'audio est primordiale. Dans le cas de Drag Race France, il s'agit de 2 drags qui vont défendre leur place dans un lip-sync légendaire sur une chanson donnée à l'avance. Sachez que Drag Race France est aussi là pour casser les stéréotypes et préjugés concernant le monde du drag et de manière générale concernant la communauté LGBTQIA+, mais aussi sur d'autres sujets, les PV-VIH, donc les personnes vivant avec le VIH, les agressions LGBT-phobes, la transidentité et l'expression de genre, la dépression et bien d'autres encore. Le drag n'est pas que paillettes, maquillage et tenues extravagantes, c'est aussi des performances humaines où les artistes se donnent corps et âme, c'est libérateur, politique, sensibilisateur et c'est ce que vous montre Drag Race France. En 2022, la première saison a été pour France Télévisions un vrai succès. 7 millions de vues sur la plateforme France.tv, 5e programme le plus regardé en cumulant avec les replays de l'été, et fait partie des programmes les plus vus pour ce genre de divertissement à ex-aequo en top 2 avec Fort Boyard. La 2e saison a été la saison la plus vue et la plus aimée de 2023 parmi toutes les saisons de l'année, et ce même à l'international, avec une audience totale rien qu'en France de 11,2 millions de vues. Il y a également un vrai impact pour les queers alliés. Et elles se retrouvent pour regarder les épisodes ensemble, et elles peuvent se sentir représentées, écoutées aussi, car le vécu de certains et certaines candidates peut leur parler, etc. Il y a aussi des drags, hors compétition, qui
qui se mettent à monter des viewings, qui consistent à visionner de façon collective les épisodes de Drag Race France dans des bars, des restaurants, des lieux festifs. Et encore une fois, les drags viennent à notre secours, car elles permettent de créer des espaces où l'on peut se retrouver, festoyer, rire et pleurer. Comme l'a dit une personne pour 20 minutes, c'est comme avec mes potes, mais avec 100 personnes. Ces viewings ne sont pas juste un visionnage, des drags sont invités et performent devant vous. Il y a même des scènes ouvertes pour les baby drags, donc les drags qui débutent, leur offrant une scène où se dévoiler. Pour le moment, il n'y a que des drag queens dans l'émission, pas de drag king. Elles sont parfois invitées, mais ne concourent pas. Comme le soulève l'AE Drag King Jay Desadelph pour le Nouvel Obs, le drag king est très influencé par le milieu du théâtre, avec des spectacles pensés par et pour un groupe, estime-t-il. Les queens font beaucoup de performances solo avec des soirées où une série d'artistes se succèdent pour faire chacune leur truc, les unes après les autres. Alors une question se pose. À quand un drag race avec des kings, mesdames, messieurs et tout ce qu'il y a au milieu? Malgré ce point que l'on peut soulever, les kings bénéficient quand même un peu de la visibilité de l'émission, notamment dans certaines viewings où elles peuvent être invitées. En attendant une émission pour les kings, je vous conseille grandement de voir Drag Race France. Vous pouvez visionner les premiers épisodes sur la plateforme de France.tv. Pour les nouveaux épisodes, c'est tous les vendredis à 19h sur France.tv/ et vers 23h sur France 2. Les anciennes saisons et les épisodes sont disponibles en replay. Et n'oubliez pas de soutenir vos scènes locales de drag queen, king et queer. Une petite reco peut-être ? Moi j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a touché. C'est le livre qu'a écrit Christophe Beaugrand qui s'appelle Fils à papa, qui raconte comment le cheminement entre deux hommes pour faire une GPA, pour avoir un enfant. C'est un livre que j'ai eu envie de lire pour m'y intéresser au sujet. Personnellement, qui m'a un petit peu refroidi parce que pour pas s'étendre et pour pas faire de politique sur la GPA, c'est quelque chose que je voyais pas ça comme ça. Après, c'est Christophe Beaugrand, c'est un grand animateur. Peut-être que toutes les GPA ne se passent pas comme ça. Voilà, c'est un livre que je vous recommande, qui est toujours disponible et que j'ai bien aimé. Ben moi, une recommandation, malheureusement, j'en ai pas trop. J'ai pas trop l'attention et les ressources pour lire, découvrir des choses, écouter tout ça en ce moment. Mais quand on m'avait posé la question, et il y a un pote qui a écrit un livre qui s'appelle Ma vie en poudre, de Yann B, qui parle de son expérience du chemsex. Le chemsex, donc, qui est le mélange entre l'usage des produits psychoactifs et la sexualité, et qui fait des ravages parmi les gays, et ça arrive même chez les hétéros maintenant, parce que ça va au cœur de l'addiction, au cœur de ce qu'on veut. Et ça fait, il y a des morts régulièrement, on voit quand on est sur Facebook, tout ça, on voit, tiens, il y a un tel qui est mort, machin, on n'a pas de nouvelles, machin, il faut pas en parler, personne n'en parle. Et en ce moment, il y a plein de livres témoignages sur le chemsex. Et du coup, voilà, je pensais à ce bouquin, il y en a pas mal en ce moment, et je pense que le témoignage de l'intérieur, puisque lui, entre guillemets, il s'en est sorti, alors il a une vision assez stricte, hein, donc il a vraiment arrêté. Je pense que les témoignages, ça fait partie de la culture aussi pour nous, et c'est une manière de se mettre à distance d'un sujet et d'essayer de comprendre un autre. Et d'ailleurs, si vous voulez être accompagné en tant que chemsexeur et chemsexeuse, je vous conseille le Lounge, qui est une branche de l'asso AIDS, où vous avez des psys, des psychiatres, des sexologues qui peuvent vous accompagner pour éviter d'en arriver au drame. Voilà. Pour terminer l'émission, quelques notes positives. Voici le journal des bonnes nouvelles, c'est le canard liké. En mai, Mao Ba-Villemagne est devenu à 30 ans le premier boxeur transgenre à avoir une licence reconnue et est autorisé à concourir contre des hommes dans la catégorie de son choix en France. En Suisse, le canton du Valais a voté l'interdiction des thérapies de conversion et de réorientation sexuelle, malgré les votes contre de l'extrême droite locale. Le Liechtenstein, tout petit pays de 40 000 habitants enclavé par la Suisse et l'Autriche, a adopté fin mai le mariage pour toutes et tous. Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent, c'est dans quelques semaines. La flamme olympique continue de défiler en France métropolitaine et en Outre-mer, et pour la porter fièrement, de nombreuses personnalités de la vie civile ou des célébrités des régions ont été sélectionnées. Parmi elles, nous avons pu retrouver des drag queens, oui, s'il vous plaît.
dont Nicky Doll à Arles mi-mai, Miss Martini à Digne-les-Bains et le 14 juillet, date importante, c'est Mini Majesté qui portera la flamme à Paris, une flamme haute en couleur pour réchauffer les cœurs. On arrive à la fin de cette 6e émission Conflit de Canard. Merci de l'avoir écouté, merci de la partager. Merci à nos invités. Merci beaucoup d'avoir participé. Super émission. Merci. On vous souhaite un bel été. Réécoutez nos podcasts, partagez-les au soleil et avec vos proches et restez connectés sur les réseaux Conflit de Canard et Eva Sound Studio. D'ici là, aimez-vous et prenez grand soin de vous, car n'oubliez pas que vous êtes magnifique, vous avez de l'importance et qu'il y aura toujours quelque part une personne, une structure pour vous soutenir. Si ça ne va pas, contactez sans hésiter les assos engagés et alliés près de chez vous ou les numéros d'urgence des assos ou des collectivités de l'État. A bientôt, cordialement, bisous. Cette émission Conflit de Canard a été enregistrée en juin 2024 et produite par l'association Eva Sound Studio, à la réalisation Guillaume, à la rédaction et à l'animation Mario, Clara, Mika et Guillaume. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Suivez-nous sur evasoundstudio.com et nos réseaux sociaux.